La police de la pensée contre le révisionnisme chapitre 6. Du jugement de Nuremberg à la loi Fabius-Guessot. Par Éric Delcroix, avocat au barreau de Paris. Chapitre 6. Chronique de la répression anti-révisionniste. On trouvera ci-après une chronologie, en même temps qu'une chronique, succincte, de la répression exercée en France contre les révisionnistes, en particulier dans le domaine judiciaire. En un premier temps, de 1949 à 1989, soit pendant 40 années de suite, la répression s'est exercée d'abord avec le silence complice des médias, 1949 à 1977, puis avec l'exploitation cynique par ces mêmes médias de montage tels que ceux développés autour de l'affaire Darquier de Pellepoix, 1978, et de l'attentat intrasémitique de la synagogue de la rue Copernic, 1980. En un deuxième temps, d'avril à juillet 1990, cette répression se montrant impuissante à entraver le développement du révisionnisme, on a institué le délit de révisionnisme avec la loi Fabius-Guessot dont le vote, qui s'annonçait laborieux, a été grandement facilité grâce à l'aide apportée par les médias dans le montage organisé autour de l'affaire du cimetière juif de Carpentras. En un troisième temps, le 1er mars 1994, on a inséré dans le nouveau code pénal 2 dispositions permettant la chasse aux révisionnistes sur le plan privé. En un quatrième temps, on se prépare pour la fin de l'année 1994 à créer une loi draconienne destinée à étouffer dans l'œuf toute velléité de révisionnisme historique. Avant la loi Fabius-Guessot, 1949 à 1989. Dès 1949, le révisionnisme historique fait l'objet d'une répression judiciaire. Pendant 30 ans, de 1949 à 1978, les médias s'efforcent de dissimuler cette répression mais, à partir de 1979, avec l'affaire Forisson, qui éclate en novembre 1978, ils se trouvent contraints de sortir d'un silence complice, c'est, à de rares exceptions près, pour joindre leur clameur à celle des procureurs, dans une atmosphère de chasse aux sorcières. Maurice Bardèche, professeur, est l'auteur, en particulier, de Nuremberg ou la Terre promise, Les 7 couleurs, 1948, et de Nuremberg 2 ou Les faux monnayeurs, Les 7 couleurs, 1950. Il ne conteste l'existence ni du génocide ni des chambres à gaz mais la légitimité du tribunal militaire international de Nuremberg. Condamné pour apologie de crime, il subit près d'un an de prison. Paul Racinier, résistant et ancien déporté, est l'auteur, en particulier, du Mensonge d'Ulysse, édition Bressane, 1950, où il commence à mettre en doute l'existence des chambres à gaz. Il est condamné par la Cour d'appel de Lyon à 15 jours de prison avec sursis et à 100 000 francs d'amende ainsi qu'à de lourds dommages-intérêts pour injures et diffamations. La Cour de cassation de Paris casse l'arrêt. En mai 1955, la Cour d'appel de Grenoble le relaxe. Jusqu'à la fin de sa vie, 1967, il connaîtra d'autres démêlés avec la justice, dans un cas, il sera débouté de sa plainte, dans un autre, il sera condamné pour diffamation. L'affaire Forisson commence en novembre 1978. Elle sera précédée du montage de l'affaire Darquier et de Pellepoix et suivie du montage élaboré autour de l'attentat, en octobre 1980, contre la synagogue de la rue Copernic, première illustration d'une impressionnante série de montages comme celui de Carpentras en 1990. Jusqu'en 1989 seront inquiétés, poursuivis ou condamnés, parfois en véritable rafale judiciaire, de nombreux révisionnistes. Faute de loi spécifique contre le révisionnisme, les motifs sont les plus divers, diffamation envers un particulier, diffamation raciale, provocation à la haine raciale, apologie de crime, propagation de fausses nouvelles, trouble de l'ordre public, procédure abusive, injures et, par-dessus tout, dommages à autrui devant les juridictions civiles. Les révisionnistes se voient progressivement privés de droits juridiques élémentaires. À leur plainte en diffamation, les juges répondent que les diffamateurs étaient de bonne foi. Quant au droit de réponse, il leur est régulièrement refusé et, si les révisionnistes insistent devant les tribunaux pour obtenir ce droit, les juges les sanctionnent lourdement.
Les partisans de la répression, en particulier Serge Klarsfeld et Pierre Vidal-Naquet, s'inquiètent de la publicité ainsi accordée aux révisionnistes. Ils estiment que les juges, un comble, dit P. Vidal-Naquet, ne traitent pas les révisionnistes en purs et simples falsificateurs. Dans un arrêt retentissant, la Cour d'appel de Paris reconnaît qu'il n'y a dans les travaux de R. Faurisson sur le problème des chambres à gaz ni légèreté, ni négligence, ni ignorance délibérée, ni mensonge. En conséquence, la Cour déclare: la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson sur ce sujet relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. Première chambre de la Cour, section A, François Grégoire, Paul Fouret, Germain Le Foyer de Costil, 26 avril 1983. Malgré de retentissantes campagnes de presse contre les révisionnistes, alimentées par l'exploitation de montages élaborés autour d'attentats d'origine proche-orientale, P. Vidal-Naquet et ses amis s'inquiètent. En 1986, l'affaire de la thèse de Nantes, thèse révisionniste d'Henri Roch sur les confessions de l'officier SS Kurt Gerstein, accroît ses alarmes. C'est alors que prend naissance l'idée de ce qui deviendra la loi Fabius-Guessot. S. Klarsfeld cède d'une assertion qui connaîtra le plus grand succès. Il prétend qu'il suffit de s'inspirer d'une loi allemande interdisant explicitement la mise en doute du génocide. 1. Il sait qu'une telle loi n'existe pas. Il est l'homme qui a fait campagne en Allemagne pour l'inscription de cette loi dans le code pénal allemand, Auschwitz-Lübchen, mais, là-bas, son entreprise a avorté. 2 juin 1986, sous l'égide du grand rabbin René Samuel Syrah, un groupe d'universitaires, P. Vidal-Naquet, François Bédarida, Madame Hélène Arweller et Jean-Pierre Azéma, ainsi que des propagandistes comme Serge Klarsfeld, Georges Welles et Harlem Désir, formulent l'espoir d'une extension à tous les pays européens de la loi allemande interdisant la mise en doute du génocide. Une table ronde d'historiens a réfuté la thèse de Roch, bulletin quotidien de l'agence télégraphique juive, P1. 4 ans plus tard, les censeurs parviendront à leur fin, quitte, pour certains d'entre eux, à se déclarer contre cette loi, une fois qu'elle paraîtra inévitable ou qu'elle sera instaurée. 2. 3 juillet 1986, à la suite d'une campagne de presse, longuement préparée avec la complicité de Georges Welles, le ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur, Alain Devaquet, demande à l'administrateur provisoire de l'Université de Nantes d'annuler la soutenance de thèse d'Henri Roch portant sur les confessions de l'officier SS Kurt Gerstein, soutenance qui remontait au 15 juin 1985. H. Roch se voit ainsi retirer son titre de docteur ès lettres. 11 mai à 3 juillet 1987, procès de Klaus Barbie à Lyon. Le parquet de Lyon demande l'ouverture d'une enquête après la diffusion auprès d'avocats des parties civiles d'un tract contestant l'existence des chambres à gaz. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire à la suite de la diffusion d'un tract présentant Elie Wiesel comme un faux témoin. Le parquet d'Auch charge le juge d'instruction Gérard Leniam de poursuivre Pierre Guillaume, Robert Faurisson et Carlo Matonio pour propagation de fausses nouvelles et apologie de crimes en raison du contenu de la première livraison des Annales d'histoire révisionniste. Un mandat d'arrêt international est lancé contre l'Italien Carlo Matonio. Le successeur du juge Leniam, Nicole Bergougnan, rendra une ordonnance de non-lieu. 1er juillet 1987, la Fédération française des sociétés de journalistes demande au pouvoir public de poursuivre le professeur Faurisson au nom du respect de l'information et des droits de l'homme pour un texte qu'il a publié sur Shoah, film de Claude Lanzmann. 7 juillet 1987, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, a reçu la LICRA, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, l'association David et la Wiso pour leur proposer d'inventer ensemble un arsenal juridique garantissant, dans l'avenir, la vérité sur les chambres à gaz, actualité juive. 13 septembre 1987, au cours de l'émission Le Grand Jury RTL/Le Monde, Jean-Marie Le Pen, interrogé sur la manière dont les Juifs ont été exterminés, répond que cette manière, les chambres à gaz, constitue un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Une formidable tempête médiatique s'ensuit. Il est condamné, 10 jours plus tard, en référé pour trouble, sic.
S'ensuivra, devant la cour d'appel de Versailles, une stupéfiante condamnation à 1 200 000 francs de dommages-intérêts cumulés au profit d'une kyrielle d'associations qui n'invoquait pourtant qu'un seul et même préjudice moral, vois, ci-dessous, la date du 18 mars 1991. 16 septembre 1987, en collaboration avec Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, Claude Malhuret, secrétaire d'État aux droits de l'homme, travaille sur la possibilité d'inclure dans le Code pénal un article réprimant les fauteurs du révisionnisme qui contestent la réalité de l'Holocauste, le verdict impossible des tribunaux, Libération, p. 4. 20 septembre 1987, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, déclare que, s'il ne dépendait que de lui, le professeur Faurisson irait en prison. Charles Pasqua, les thèses révisionnistes véritables délit, Le Figaro, 21 septembre 1987, p. 7. Septembre 1987, P. Vidal-Naquet évoque avec indignation l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 avril 1983 qui a reconnu le sérieux du travail de Faurisson, ce qui est un comble, et ne l'a, en somme, condamné que pour avoir agi avec malveillance en résumant ses thèses en slogan « Les assassins de la mémoire, la découverte », 1987 septembre, p. 182. 8 octobre 1987, première loi anti-révisionniste. À minuit 45, Albin Chalandon, ministre de la Justice, introduit à l'Assemblée nationale 2 amendements dans la loi sur la protection de la jeunesse, au titre de la lutte contre la drogue, qui, contrairement aux usages, n'avaient jamais été envoyés, ni au Sénat, ni en commission. C'est la fameuse loi condamnant le révisionnisme annoncée par le gouvernement qui apparaît sous cette forme détournée. René Schneider, Le Nouvel Observateur, 16 au 22 octobre 1987, p. 11. 2 avril 1988, mise en route de la proposition de loi Fabius-Guessot. Sur l'initiative de Laurent Fabius, le député socialiste Georges Sarr, 3, présente une proposition de loi pour combattre les thèses révisionnistes. Les peines prévues vont d'1 mois à 1 an de prison et / ou de 2 000 à 300 000 francs d'amende, sans compter les dommages-intérêts, les frais de publication judiciaire, etc. Journal officiel, Assemblée nationale, annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 1988, voix. Annales d'histoire révisionniste, été-automne 1988, p. 198 à 203. Mai-juin 1988, la LICRA, Jean-Pierre Bloch, juge insuffisant les amendements Chalandon et se réjouit de ce que le groupe socialiste a déposé une proposition de loi contre la négation du génocide, le droit de vivre. Mai-juin 1988, p. 16. Ultérieurement, la LICRA, qui juge toute répression insuffisante, estimera que la loi Fabius-Guessot ne suffit pas. 23 mars 1989, lors d'un colloque organisé par l'Union des étudiants juifs et les enfants de la mémoire, sous le patronage, en particulier, du grand rabbin Joseph Sitruk, Laurent Fabius, 4, revendique l'initiative de la proposition de loi déposée par G. Sarr, compte rendu partiel dans Messieurs Chirac et Fabius se prononce pour l'interdiction de la propagande révisionniste. Le Monde, 26/27 mars 1989, p. 18. Jacques Chirac, qui s'était d'abord déclaré hostile à une telle loi, a changé d'avis après une rencontre avec le Benaï Bérite. 16 septembre 1989, le professeur R. Faurisson est victime d'une grave agression revendiquée par les fils de la mémoire juive. Cette agression est justifiée par Serge et Beate Klarsfeld ainsi que par François Léotard. La loi Fabius-Guessot, avril-juillet 1990. 1er avril 1990, à propos de l'affaire Roques et de l'affaire Notin, Annick Riegel s'inquiète de voir la communauté juive française apparaître comme un groupe exigeant que règne en sa faveur une véritable police de la pensée. Attention, Boomerang, l'Arche, p. 25 à 26. 2 avril 1990, la même Annick Riegel dénonce une obsessionnelle chasse aux sorcières et une insupportable police juive de la pensée, le leurre de l'antisémitisme. Le Figaro, p. 2. 27 avril 1990,
présentant dans son rapport la nouvelle loi, le député communiste François Asensi déclare, imperturbable, il s'agit donc bien de réprimer ceux qui contestent l'Holocauste nazi, et non pas de viser l'ensemble des faits qui, dans tel ou tel pays, peuvent être considérés comme des crimes contre l'humanité. Journal officiel, Assemblée nationale, annexe au procès-verbal de la séance du 26 avril 1990, p. 22. Le principe des deux poids, deux mesures, à l'avantage des communistes et au désavantage des révisionnistes, est ainsi clairement affirmé. Pour les débats au Parlement du 3 mai au 1er juillet, on consultera, au journal officiel, pour l'année 1990, les pages suivantes. 3 mai, Assemblée nationale, p. 897 à 973. 12 juin, Sénat, p. 1445 à 1464. 29 juin, Assemblée nationale, p. 3103 à 3116, 3122 à 3142. 30 juin, Assemblée nationale, p. 3195 à 3201. 30 juin, Sénat, p. 2308 à 2313. 1er juillet, Sénat, p. 2341 à 2344, 2349 à 2350. 1er juillet, Assemblée nationale, p. 3207 à 3209. 5 mai 1990, l'historien Henri Amouroux consacre un long article à la nouvelle loi alors en plein débat au Parlement. Il affecte de n'y voir qu'une loi antiraciste visant JM Le Pen. Il la trouve mauvaise. Il ne souffle pas mot des dispositions antirévisionnistes de cette loi qui vise, en fait, le professeur Faurisson en particulier et les historiens en général, mise en garde à Michel Rocard, Le Figaro Magazine, p. 82 à 83. H. Amouroux a une carrière à poursuivre. 10 mai 1990, l'historien Jacques Julliard écrit « Imaginez ce que l'on vient d'inventer, faire du révisionnisme un délit puni par des amendes et des peines de prison. Instituer une vérité scientifique sanctionnée par l'État au moment où le marxisme s'écroule, c'est un exploit dont je ne croyais pas le Parlement français capable. Ce n'est pas parce que, pour une fois, même. Pasqua, Lajoigny et Rocard sont d'accord qu'on persuadera la communauté des historiens qu'ils ont besoin de la garantie de l'État pour établir la vérité historique. Ils roulent pour Le Pen, Le Nouvel Observateur, 10 à 16 mai 1990, p. 73. 11 mai 1990, éclate dans la presse du monde entier l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, et Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, y voient l'occasion d'une opération politique de grande envergure contre Jean-Marie Le Pen et le révisionnisme historique. François Mitterrand, président de la République, participe à l'opération. En pleine affaire Bernard Notin et en plein débat au Parlement sur la loi Fabius-Guessot, le montage de Carpentras joue un rôle essentiel dans le vote de la loi et la paralysie de toute opposition. À cette opération à grand spectacle s'ajoute à Royan, à Grenoble, à Avignon et à Lille une série d'opérations de moindre envergure autour de fausses victimes de prétendus attentats racistes. L'enseignante de Royan, en réalité, avait été frappée par son amant. La jeune noire d'Avignon, en fait, avait raté sa coupe de cheveux. L'étudiant de Lille, en fait, voulait éviter de passer un examen. La militante de SOS Racisme à Grenoble, en fait, avait eu une scène de ménage. Un dessin de Plantu montrant des tombes profanées met en cause la thèse révisionniste. Le Monde, 13-14 mai 1990, p1. Mai 1990, Charles Cormand, avocat à la Cour d'appel de Paris et conseil de la LICRA, juge mauvaise et inapplicable la nouvelle loi, une mauvaise loi, information juive. 29 juin 1990, à la veille du vote définitif de la loi par l'Assemblée nationale, François Terré écrit « Face à la proposition Guessot, le silence infini de presque tous les juristes, de presque tous les historiens effraie, Le Figaro, p2. Le silence persistant d'Henri Amouroux est particulièrement significatif de la terreur révérentielle qu'inspirent les réactions possibles des organisations juives. 2 juillet 1990, Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur,
prend deux arrêtés visant, l'un, les annales d'histoire révisionniste et, l'autre, la revue d'histoire révisionniste. Ces deux revues sont interdites de vente aux mineurs et interdites d'exposition et de toute publicité. Leur contenu fait l'objet de divers procès. Même mesure contre Revision, publication d'A. Guillonnet. 14 juillet 1990, le texte de la loi Fabius-Guessot paraît au Journal officiel, Lois et décrets, p. 8333 à 8334, sous la signature de François Mitterrand, président de la République française. 8 pages plus loin paraît la nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur de M. Vidal-Naquet, Pierre, historien, 35 ans d'activité littéraire, sur proposition de Jack Lang, ministre de la Culture. Un AN, jour pour jour après la promulgation de la loi Fabius-Guessot sur la liberté de la presse, SIC, F. Mitterrand devait, le 14 juillet 1991, lors d'un entretien accordé au journaliste Paul Amar dans le jardin de l'Élysée, déclarer que la France ne connaissait aucun tabou en matière d'histoire et que les historiens pouvaient s'exprimer en toute liberté. Le 12 mars 1994, il récidivait dans le mensonge en déclarant au fantaisiste Patrick Sébastien: les gouvernements que j'ai nommés ont fait voter des lois qui garantissent la liberté d'expression. 27 juillet 1990, le journaliste Alain Rollat, pourtant très hostile aux révisionnistes, écrit dans Le Monde: voilà un texte qui, d'un point de vue strictement juridique, soulève une question fondamentale, au regard de la liberté d'opinion et d'expression, puisqu'il voue aux tribunaux, en visant les prétendus historiens révisionnistes, les citoyens qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Or, faute de saisine du Conseil constitutionnel, cette question ne sera pas tranchée. Sauf peut-être, si, un jour, quelque avocat avisé se tourne vers les institutions européennes pour pallier cette anomalie, une belle occasion manquée, p6. Après l'adoption de la loi Fabius-Guessot, septembre 1990 début 1994. Septembre 1990, Le Choc du mois publie un entretien avec le professeur Forisson où ce dernier déclare: il sévissait depuis longtemps une histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale. Quand je le disais, nos tarteufs se récriaient. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus protester. Je ne vois pas pourquoi je me plierais à cette ukase. Je ne chercherai pas à tourner la nouvelle loi, je lui ferai front. P. Septembre 2011. 18 mars 1991, la Cour d'appel de Versailles, Pierre Estoupe, Lucette Marc, Cécile Petit, condamne JM Le Pen pour l'affaire du détail. Tenu pour coupable de dommages à autrui, celui-ci devra payer 1 200 000 francs, 120 millions de centimes, ainsi que les dépens. En page 16 de l'arrêt, la Cour déclare qu'elle n'a pas à dire si le génocide est incontestable. En page 17, elle en parle comme d'un fait incontestable. 18 avril 1991, la XVIE Chambre du tribunal correctionnel de Paris, Claude Grelier, Alain Laporte, Madame Claude Marlier, condamne, sur le fondement de la loi Fabius-Guessot, Patrice Boiseau, responsable du choc du mois, et Robert Forisson. P. Boiseau devra verser 180 000 francs et R. Forisson 250 000 francs dont 100 000 francs avec sursis. Le tribunal déclare pourtant: des critiques peuvent, à juste titre, être développées concernant l'organisation, la structure et le fonctionnement du tribunal militaire international de Nuremberg, tant sur le plan juridique qu'historique ou philosophique. En dépit du fait qu'on ne peut être poursuivi plusieurs fois pour un même délit, les condamnés doivent faire face à 2 autres procès pour la même publication. 21 juin 1991, Jacques Toubon, député RPR, demande l'abrogation de la loi Fabius-Guessot. Le délit de révisionnisme fait reculer le droit et affaiblit l'histoire. Journal officiel, Assemblée nationale, 22 juin 1991, p. 3571 à 3573, voix. Annexe 2. 20 octobre 1991, sur les ondes de Radio Courtoisie, Raoul Béteille, conseiller honoraire à la Cour de cassation, André Decoq,
professeur de droit communautaire à l'Université Paris II, et François Lefort, auteur de La France et son droit, les belles lettres, juge la loi Fabius-Guessot contraire à la Constitution. Pour sa part, André de Coq affirme « La loi Fabius-Guessot est assurément inconstitutionnelle et je dois dire que, si le Conseil constitutionnel ne l'a pas déclarée contraire à la Constitution, c'est parce qu'il ne s'est pas trouvé 60 députés ou 60 sénateurs pour avoir le courage de le saisir étant donné son objet. Et ma conviction est que, si le Conseil constitutionnel, même dans sa composition actuelle, avait été saisi de cette question, c'est tellement gros qu'il n'aurait pas pu déclarer la loi conforme à la Constitution. Simplement, le terrorisme intellectuel a joué. Cette loi est en même temps contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et là, comme le juge français a le droit de vérifier la conformité de la loi au droit international, toujours en droit positif, qu'il en use. Et qu'ils disent, cette loi est contraire à la liberté d'expression. Le juge en a le droit. 17 à 18 octobre 1992, la voix de Radio Renaissance, André Delachaux à Grès-sur-Loing, s'éteint. Roland Faure, membre du CSA, déclare « Effectivement, Radio Renaissance émettait des thèses révisionnistes. Nous l'avons donc sanctionnée en juillet dernier lors des réattributions de fréquences en Île-de-France, et aujourd'hui elle n'existe plus. » Isabelle Nataf, Le Monde, p. 40. 9 décembre 1992, la XIE Chambre de la Cour d'appel de Paris, Françoise Simon, Madame Dominique Guérimant, François Chanu, confirme et aggrave la condamnation, en date du 18 avril 1991, de P. Boiseau et de R. Forisson. Chacun des condamnés devra verser 187 000 francs. Total, 374 000 francs. La presse, bien que dûment informée, imprime que le total s'élève à 30 000 francs. R. Forisson tente de rétablir les faits dans un droit de réponse envoyé à Libération, qui refuse l'insertion. R. Forisson saisit les tribunaux. Il est condamné, notamment sous la présidence vigilante de Violette Hanoun, première chambre de la Cour d'appel de Paris, à verser 30 000 francs à Libération. 17 juin 1993, Le Monde cache le fait qu'Alain Guillonnet est en prison pour une infraction de presse, loi Fabius-Guessot, voit, ci-dessus, la déclaration d'Anne Chemin, p. 37. 31 janvier 1993, dans un article intitulé Une législation inadaptée, Libération avait affirmé « La loi Guessot, du nom de son initiateur, n'a jamais été appliquée », 6 janvier 1993, p. 9. Les révisionnistes dressent alors une liste de quelques procédures récentes ou en cours intentées contre le révisionnisme historique à fin janvier 1993 qui fait apparaître que 33 procédures ont alors été engagées, presque toutes sur le fondement de la loi Fabius-Guessot. De nombreuses et lourdes condamnations ont été prononcées. Avec ce mensonge de Libération et l'aide de la LICRA s'amorce une campagne en vue de créer une nouvelle loi anti-révisionniste. 8 décembre 1993, le choc du mois, condamné à la suite de la parution de l'entretien du professeur Forisson, voit, ci-dessus, septembre 1990, 18 avril 1991 et 9 décembre 1992, a vu bloquer son argent aux nouvelles messageries de la presse parisienne par les organisations juives et autres qui avaient obtenu sa condamnation. Il ne paraît plus. Il fait savoir à ses lecteurs que, depuis décembre 1987, ses condamnations s'élèvent à 170 millions de centimes. 7 mars 1994, JD. Larieux est condamné pour la publication de non-lieu pour Paul Touvier, loi Fabius-Guessot. 11 mars 1994, descente antiraciste sur les quais, un commando du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, accompagné d'un huissier de justice, a constaté que plusieurs bouquinistes, quai de la Mégisserie, Paris-Yves, revendaient au grand jour des ouvrages jugés racistes ou antisémites. Une descente qui devrait aboutir à des poursuites pénales, le Journal de Paris, alors que les livres d'occasion échappent habituellement aux foudres de la loi sur la liberté de la presse.
24 mars 1994, embarrassé par l'argument de la défense selon lequel la loi Fabius-Guessot en appelle à des jugements, comme celui de Nuremberg, qui n'ont jamais été publiés au journal officiel, la XVIE Chambre du tribunal de grande instance de Paris, présidée par Jean-Yves Montfort, répond. On doit admettre que, par une technique législative spécifique, le législateur a entendu poser une véritable présomption de connaissance du jugement du tribunal de Nuremberg, ou des autres jugements de condamnation pour crimes contre l'humanité, jugement Guillonnet, J.Y. Montfort, Madame Menati, Monsieur Chapelle, XVIE Chambre du tribunal correctionnel de Paris. Avril 1994, Alain Guillonnet sort de prison, il en est, à ce jour, à près d'un an de prison pour infraction de presse. Troisième disposition légale, 2 articles du nouveau Code pénal, 1er mars 1994. Le nouveau Code pénal institue, à la date du 1er mars 1994, 2 nouvelles contraventions qui pourront être utilisées contre les révisionnistes, la diffamation et l'injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire ainsi que la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Outre les peines d'amende, les personnes physiques et les personnes morales déclarées coupables encourent, parmi les peines complémentaires, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. De cette manière, les libraires ou diffuseurs d'écrits révisionnistes peuvent se voir confisquer tout moyen d'exercer leur métier. Si elles sont de nature révisionniste, les confidences sur l'oreiller deviennent passibles de sanctions judiciaires. En France, là encore, le fait n'a pas de précédent. De cette innovation nous sommes redevables à un député RPR de l'ancienne législature, Michel Hanoun, 6. Quatrième disposition légale, loi Cormand-Gobert. Ses préparatifs. Son vote à la fin de 1994. 15 décembre 1992, Charles Cormand, avocat de la LICRA, se prononce pour une révision de la loi Fabius-Guessot. Il souhaite qu'à la barre d'un tribunal un révisionniste soit totalement privé de ses moyens de défense et qu'il ne puisse plus développer ses vues révisionnistes sous peine de récidive. Charles Pasqua ose affirmer que la loi Fabius-Guessot est restée lettre morte. Paul Quilles, socialiste, ministre de l'Intérieur, réplique que 18 ouvrages, dont 10 pour la seule année 1990, ont été interdits. Marie-Laure Colson, la LICRA interpelle le ministère de l'Intérieur, Libération, p. 26. Charles Cormand et Patrick Gobert, né Goldenberg et président de David Décider et agir avec vigilance pour Israël et la diaspora, sont les véritables auteurs de la future loi qui renforcera la loi Fabius-Guessot. 29 avril 1993, 6 professeurs d'histoire contemporaine de l'Université Lyon 3, Université Jean Moulin, approuvent le recours à la justice contre les révisionnistes mais trouvent que ce recours constitue une solution insuffisante. Le Monde, article reproduit dans Le Déporté. Ces professeurs sont, pour la postérité de leur honte, Christophe Charol, Bernard Delpal, Jean-Dominique Durand, Régis Ladoux, Henri Morcel et Claude Prudhomme. 6 à 7 mai 1993, Patrick Gobert représente la France et l'Israël à la réunion du groupe Trevi qui a rassemblé au Danemark les différents ministres de la Justice et de l'Intérieur de 12 pays européens. Il déclare, quant aux libraires, journaux et tout moyen de communication qui prônent légalement souligner par moi des discours xénophobes, si certains se croient protégés par leur tirage, ils se trompent, nous les ferons disparaître. Information juive, septembre 1993. P. Gobert englobe les écrits révisionnistes dans les discours racistes ou xénophobes. 8 avril 1994, en Israël, le professeur Yehuda Elkana, qui enseigne à l'université de Tel Aviv, ancien interné d'Auschwitz, dénonce le culte du génocide qui n'a fait que susciter une insupportable hubris morale juive, l'arrogance et l'esprit de vengeance. L'hubris est la démesure qui rend orgueilleux et viole, voix. Annie Kriegel, 1er et 2 avril 1990. 14 avril 1994, Maurice Zafran présente le projet de la nouvelle loi antiraciste sous le titre « Pasqua mitonne une loi musclée contre le racisme ».
C'est à la demande expresse de Pierre Méhaignerie, ministre de la Justice, et de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, que Patrick Gaubert a préparé cette loi qui étend le délai de prescription permettant la poursuite des écrits, un an au lieu de 3 mois. Les organisations visées seront assimilées à des organisations de malfaiteurs. Les peines d'amende seront dans tous les cas portées à 500 000 francs, il s'agit en fait d'étouffer financièrement les petites organisations et des feuilles d'extrême droite incapables d'assumer le paiement de telles sommes. Les peines de prison pourront aller jusqu'à 2 ans. La détention préventive sera autorisée. Le délit de révisionnisme sera élargi. Il deviendra par exemple difficile à François Brignot, l'éditorialiste de National Hebdo, de multiplier les hommages au révisionniste Forisson. Sinon sa bourse, et celle de son journal, sera saignée à blanc, l'événement du jeudi 3 mai 1994, dans un article intitulé « Les journalistes vont-ils protester contre la nouvelle loi sur la presse ?» Présent, P2, Georges-Paul Wagner rappelle qu'en 1990 Louis Pauwels, Jean-François Camp et Jacques Julliard ont jugé imbécile ou scélérate la loi Fabius-Guessot au moment où elle a été votée, mais lorsque les condamnations sont tombées on n'a plus entendu leur voix. Quand les condamnations tombent en vertu de cette loi, l'agence France Presse et les journaux qui la suivent énumèrent benoîtement les chiffres et les lettres du jugement prononcé ou de l'arrêt rendu. Jamais une fois on n'a noté sous leur plume, sauf le cas honorable de Madame Annie Kriegel, une ligne ou quelques lignes pour marquer la distance avec cette conséquence judiciaire d'une loi imbécile ou scélérate. 4 ans plus tard, vont-ils protester contre la nouvelle loi ? Ce n'est pas seulement l'avenir de la vérité qui est en jeu, mais l'honneur du journalisme même. Nous attendons. 6 juillet 1994, à Bordeaux, un tribunal présidé par Louis Montama condamne à un an de prison, dont 6 mois ferme, et à 20 000 francs d'amende, le libraire Jean-Luc Lundy, père de 10 enfants, pour exposition à la vente des annales d'histoire révisionniste et de la revue d'histoire révisionniste, Libération, 8 juillet, p. 22. La chasse aux révisionnistes s'aggrave dans les universités. 19 septembre 1993, sans doute alarmé par les progrès du révisionnisme dans les universités américaines, l'ancien général israélien Uzi Narkis, directeur de la délégation nord-américaine de l'Organisation sioniste mondiale, estime que le temps est probablement venu de créer un organisme international pour mettre en jugement les antisémites ainsi que les révisionnistes de l'Holocauste, World Must Prosecute Anti-Semite, Daily News New York, p. 34. 23 octobre 1993, depuis plusieurs mois, Philippe Videlier, chercheur au Centre d'histoire économique et sociale Pierre-Léon, une des unités de la Maison Rhône-Alpes des sciences de l'homme à Lyon, ne cesse d'interpeller sa direction et celle du Centre national de la recherche scientifique sur le passé de François Robert. Il a découvert que F. Robert a collaboré, 11 ans auparavant, à une revue, La Guerre sociale, organe de la vieille taupe, qui, en 1982, avait soutenu la thèse révisionniste. F. Robert n'a lui-même rien publié de révisionniste. 7 universitaires et chercheurs lyonnais et la section lyonnaise du syndicat des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique soutiennent l'auteur de la délation, Le Monde, édition Rhône-Alpes, p. 16. 11 mai 1994, à l'Université Lyon 3, Université Jean Moulin, des associations de vigilance mettent en fiche, surveillent et dénoncent les professeurs soupçonnés de la moindre velléité révisionniste. Les étudiants de l'association Hippocampe sont très documentés au sujet de certains professeurs et très prompts à prévenir les étudiants des moindres dérapages politiques. Les enseignants de l'association René Cassin font partie des vigies et des vigiles, Sandrine Blanchard, Les Vigies de Jean Moulin, Le Monde, édition Rhône-Alpes, p. 17. Lyon se transforme ainsi progressivement, avec la bénédiction de Mgr de Courtrai, primat des Gaules, et avec Michel Noir, maire de la ville, en capitale de la résistance à la liberté de recherche. Le docteur Marc Aron, président du comité de liaison des institutions et des organisations juives de Lyon et président de la section française du Benaï Bérite, avait conduit les manifestations contre le professeur Forisson et interdit à ce dernier toute activité d'enseignement. Il avait récidivé contre Bénotin.
Sur la collaboration de Mgr Albert de Courtrai avec cette éminence juive, voix. Emmanuel Ratier, Mystères et secrets du Benaï Bérite, Facta, 1993, et, en particulier, l'annexe 2, remise de la médaille du Benaï Bérite à Mgr Albert de Courtrai le 16 novembre 1991 à Lyon. Allocution et réponse. Juin 1994, une série de décisions disciplinaires, administratives et judiciaires reconnaissent à Bernard Notin le droit d'exercer son activité d'enseignement à l'Université Lyon 3, Jean Moulin, mais les organisations juives s'y opposent, apprenant que l'Université d'Oujda, Maroc, a engagé B. Notin. L'Union des étudiants juifs de France se déclare scandalisée. L'Université d'Oujda revient sur sa décision. L'UJF demande la radiation définitive de M. Notin du corps enseignant, Le Monde, 11 juin 1994, p. 6. Pas un universitaire, pas un intellectuel ne dénonce cette police juive de la pensée qui se place elle-même au-dessus des lois. Juin 1994, nouvelle chasse aux sorcières à l'université de Nantes. Après l'affaire Henri Roques et l'affaire André Delaporte, voici l'affaire Jean-Louis Bonnat. Ce professeur de psychologie à l'université de Nantes suscite l'ire de la LICRA, de Tribune Juive et de François Fillon, ministre de l'Enseignement supérieur, pour avoir proposé à ses étudiants un sujet de DESS de psychopathologie jugé offensant pour les Juifs. Le Figaro, à la faculté de Nantes, une question de trop sur la Shoah, 27 juin 1994. Des décisions vont être prises qui seront graves pour le professeur et pour ses étudiants. Note 1. Voix. Contre le révisionnisme historique, la loi Fabius-Guessot, revue d'histoire révisionniste numéro 2, août-octobre 1990, p. 16 à 35. 2. Le 2 juillet 1982, au terme d'un colloque international sur le génocide des Juifs, colloque qui s'était tenu sous la présidence des professeurs François Furet et Raymond Aron et auquel participait P. Vidal-Naquet, il était soudain apparu, à la consternation des participants, qu'il était impossible de fournir à la presse, comme on le lui avait promis, une preuve scientifique de l'existence des chambres à gaz hitlériennes. Si l'on ignore ce fait, on ne peut pas comprendre qu'en 1986 certains intellectuels d'origine juive aient décidé de sauter le pas et, devant les progrès du révisionnisme, de chercher à imposer par la force de la loi ce qu'ils ne pouvaient pas prouver par la force de la science et du raisonnement. On ne pouvait décidément pas prouver l'existence de ces chambres à gaz, donc, on allait en interdire la contestation sous peine de prison et d'amende. 3. Gessard aurait-il une vocation policière? Myriam Hertz rapporte, Pétain malheureusement vieillard et Vichy période de renaissance nationale, ces termes, et quelques autres, ont été relevés dans certains ouvrages des éditions Larousse par Georges Sard. Le député parisien se dit décidé à rendre la chose publique, et à partir en guerre contre ces publications au parfum révisionniste. Tribune juive, 18 novembre 1993, p. 12. 4. Comme pour mieux distinguer la tradition juive de la tradition chrétienne, catholique ou protestante, L. Fabius déclare pour commencer qu'il ne faut pas pardonner mais, au contraire, prendre le contre-pied de ce qu'avait décidé le roi Henri IV lorsque, accédant au trône, il avait édicté au sujet des crimes et des querelles du passé, que nul n'en parle plus dans le royaume. Le Parlement doit se faire mémoire, ajoute L. Fabius. 5. S'agit-il d'une allusion à la présence de Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel, et à celle de Daniel Mayer? 6. Voix. La francophobie, p. 75.